BFM Business et CB News présentent Hebdocom, Rebecca Blanc-Lelouch. Bonjour à tous et bienvenue dans Hebdocom, votre rendez-vous qui décrypte les médias, la pub et la com sur BFM Business. Au sommaire, aujourd'hui, on va parler d'une campagne qui a fait du bruit cette semaine. C'est une marque Ikea qui s'est emparée de l'actualité et c'est signé Buzzman. Clément Scherer, le directeur général adjoint de la stratégie chez Buzzman, est notre invité dans un instant. Quelle place l'intelligence artificielle prend-elle dans la création publicitaire? On a posé la question à Yannick Bolloré, président d'Avas, pour Hebdocom cette semaine. Et ce sera dans le journal de Julien Casqui. Et puis, notre question cette semaine, elle est simple. Que pensez-vous d'Elon Musk? Quid de son image auprès des Français? Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Voilà le programme. Hebdocom, ça commence tout de suite. BFM Business, Hebdocom, l'invité média. Comme chaque semaine en plateau avec nous, Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour. Bonjour Rebecca. Aujourd'hui, on va parler casserole, le nouvel accessoire indispensable pour manifester contre la réforme des retraites. Alors pour ceux qui seraient passés à côté depuis plusieurs jours, de plus en plus de Français ont trouvé ce nouveau moyen pour manifester leur mécontentement. Des concerts de casseroles ont été organisés dans de nombreuses villes. Les Français frappent dessus pour faire du bruit et pour accabler Emmanuel Macron. Mais ce qui nous intéresse, nous, dans Hebdocom aujourd'hui, ce sont les marques qui en ont profité, qui ont profité de cette colère des Français pour faire leur promo. Et le coup de com' de la semaine, c'est Ikea qui a lancé sa nouvelle pub pour ses casseroles pas chères sur les réseaux avec un slogan: à ce prix-là, ça peut faire du bruit. Campagne signée Buzzman. Clément Scherer, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint en charge des stratégies chez Buzzman. Cette affiche a généré 40 articles dans la presse, 3 millions de vues, des dizaines de milliers de likes et des centaines de commentaires. Est-ce que ces casseroles ont fait autant de bruit que vous attendiez ? Elles en ont même fait un peu plus. Quand on émet ce type de tweet pour une marque, on n'est jamais sûr de l'écho que ça va trouver derrière. Et là, on a été servi, donc on est plutôt ravis. Alors, comment l'idée vous est venue? Parce que c'est très Buzzman, mais comment l'idée, celle-ci, vous est venue? Et est-ce que ça a été difficile de convaincre l'annonceur, de convaincre Ikea? L'idée, à vrai dire, quand on est une agence comme la nôtre qui essaye de toujours inscrire ses marques dans l'époque, dans le moment, etc., tous nos créatifs, ils connaissent bien les marques avec lesquelles on travaille et donc ils gambergent un peu en permanence. Ils essayent, quand ils voient des sujets qui émergent, de se dire tiens, peut-être quelque chose à faire. Donc ils sont un peu dans une espèce de veille permanente. Donc il n'y a pas forcément à l'agence quoi que ce soit qui soit prémédité sur ce genre de choses. Là, c'est plus en l'occurrence un créatif qui, au cours d'une discussion avec son directeur de création, s'est rendu compte qu'il y a peut-être un truc à faire, qu'il y a peut-être entre cette actualité autour des casserolades et puis l'offre d'Ikea qui est assez vaste. Il y avait un point où il y avait une correspondance et c'était autour du produit casserole. Donc du coup, il a pensé à ça, il a envoyé une ligne et puis du coup, ça tombait bien puisqu'on avait l'après-midi même une réunion avec les clients, donc on a pu présenter. Il y avait le timing parfait. Le bon timing. Il y avait le bon timing, ouais. Donc facile de facile convaincre. À convaincre. Comment a réagi Ikea? Facile à convaincre, plutôt facile à convaincre. Ouais. Ils ont été, je crois que on essaye quand on montre ce type d'idées qui doivent fonctionner sur le public, sur un effet de surprise. On essaye de générer le même effet de surprise quand on le montre. Et là, ça venait en fin de réunion. C'était un peu en dehors des sujets qu'on abordait lors de la réunion. On leur a dit on a un petit truc en plus à vous montrer. Donc ils ont eu le même effet de surprise que le public a dû avoir quand il a vu ça arriver sur son feed Twitter. Et non, a priori, ils n'ont pas été très durs à convaincre. Ils nous ont dit faut qu'on vérifie 2-3 trucs en interne, on revient vers vous. Et quelques heures après, c'était en ligne. Ils n'ont pas eu peur de prendre une position politique, un parti politique? À vrai dire, on a quand même dosé le tweet de manière à ce qu'il ne soit pas politique. Ikea n'est pas une marque polémique. Il y a des marques qui pourraient aller chercher quelque chose d'un peu plus grattant, d'un peu plus... Là, on ne se positionne pas sur les sujets urticants du moment. On fait plutôt quelque chose qui relève de l'ordre du clin d'œil. On est actuel, on essaye d'être malicieux, ce qui nous paraît cadré avec Ikea. Ikea, c'est une marque qui est malicieuse, mais c'est une marque pour le plus grand nombre. Et donc, du coup, il ne s'agissait pas non plus de faire quelque chose qui soit trop orienté, qui se mette quiconque à dos. Donc, on a finalement c'est plus un clin d'œil. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils s'y sont retrouvés. Je ne pense pas qu'ils auraient acheté avec autant de vélocité quelque chose d'un peu plus provoquant.
Frédéric. Ça, c'est effectivement, comme disait Rebecca, c'est aussi la marque de fabrique, si on peut dire, de Buzzman, de réagir très vite. Vous disiez que tous les créatifs étaient tout le temps sur le coup. Vous avez ce type de rapport, comment dire, constamment avec vos clients, je veux dire, ça demande. C'est vrai qu'on a plus facilement ce type de rapport avec des marques avec lesquelles on travaille depuis longtemps. Ouais. Mais à vrai dire, nous, ce qu'on essaye de faire pour les marques, c'est à la fois de les construire dans la durée et puis de leur faire régulièrement prendre la parole sur des choses qui relèvent peut-être plus des coûts, mais qui permettent de créer de l'actualité, de créer de l'événement. Donc c'est à la fois construire dans le temps long et puis générer de l'intérêt par des petites opérations de cet ordre-là. En l'occurrence, on ne peut pas faire des choses comme on a fait avec ce tweet avec n'importe quelle marque. C'est-à-dire qu'il faut des marques d'une certaine ampleur, soit des marques qui sont déjà identifiées comme pouvant prendre la parole de manière virale parfois. Donc je pense à du Burger King, ou quand Burger King fait quelque chose, ça trouve un écho, ça fait tache d'huile très vite. Ikea peut se permettre ça parce qu'Ikea, c'est une grosse marque que tous les Français connaissent, avec laquelle ils ont tous un rapport émotionnel certain, parce que tout le monde a un meuble Ikea chez soi, enfin il n'y a pas grand monde à qui ça n'arrive pas. Donc tout le monde a ce lien avec la marque, elle est très suivie sur ses réseaux, on arrive à générer ça. Parfois, on a des toutes petites marques qui émergent à peine, que personne ne connaît, qui viennent nous voir en disant « Ah, nous, on a envie de faire du buzz. » Mais oui, mais le buzz, ce genre de tweet ne peut être que le résultat d'une stratégie de communication qui a été faite en amont de manière sérieuse et tirée dans le temps et qui a pu créer une image mentale de la marque. C'est la cerise sur le gâteau, quoi, un peu. C'est aussi C'est total, c'est la cerise sur le gâteau, c'est la récompense pour le reste du boulot qu'on fait. Pour le reste du boulot. Voilà. Si on revient sur Ikea, là c'est une actualité chaude, sensible, qui touche à la politique. Comment a réagi le gouvernement ? Est-ce qu'il a réagi déjà ? Pas à ma connaissance. Je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter en ce moment. Ça ne peut pas couper des liens justement sur des futures collaborations que pourrait faire Ikea ou que pourrait faire Buzzman avec le gouvernement ? Non, alors à ma connaissance, on n'a pas de. À titre de Buzzman, il ne me semble pas qu'on ait de collaboration avec le gouvernement. Et puis une fois de plus, je pense qu'on n'est pas sur un message. On n'est pas sur un message polémique, agressif. Ça relève du clin d'œil, donc ça relève de c'est assez neutre. Les blagues amicales, c'est plutôt neutre, c'est plus une malice qu'autre chose. Donc je pense pas que ça froisse quiconque à un point terrible. Cette année, parmi vos campagnes phares, les campagnes phares de Buzzman, il y a eu La Vie, Uber Eats avec les notifications. On avait parlé dans Hebdocom, bien sûr, Burger King, Back Market, Free, Boursorama Banque. Mais il y a eu une campagne coup de com en 2023, la semaine dernière. C'était EDF. J'imagine que vous l'avez vu, qui se moque de Maître Gims. Ça aurait pu être Buzzman, ça. Est-ce que vous auriez aimé avoir eu l'idée ? Ça aurait pu être Buzzman, c'est un ancien de Buzzman qui était un peu à la manœuvre derrière. C'est l'école. Donc il y a peut-être qu'il y a un effet d'essaimage, mais en tout cas, oui, on aurait aimé. Elle est chouette, cette campagne, elle a très bien marché, donc c'est cool. Mais on ne travaille pas avec EDF, malheureusement. Donc même si on avait eu l'idée, on n'en aurait rien pu faire. Donc là, c'est très bien pour eux qu'ils l'aient utilisé. C'est quoi la suite pour Buzzman ? Quels sont vos objectifs là, en 2023, les nouveautés qui peuvent arriver ? Nos objectifs pour 2023, c'est de continuer à faire des campagnes qui sont des campagnes que les gens remarquent. Je pense que la vraie particularité de l'agence, c'est qu'on essaye de faire des campagnes qui ont un écho populaire, dont les gens parlent, que les gens relaient. Ça nous intéresse plus que de faire des campagnes que les publicitaires relaient. Donc on cherche toujours cet écho-là pour toutes les marques dont on s'occupe. Donc on va continuer comme ça. Et puis avec de l'intelligence artificielle un jour peut-être ou pas ? Peut-être s'il y a une idée derrière. S'il y a une idée, on mettra peut-être de l'intelligence artificielle. S'il n'y en a pas, on n'en mettra pas pour en mettre. On n'est pas... c'est pas trop le genre de la maison de coller absolument aux tendances du moment pour le plaisir de coller aux tendances du moment. On essaye juste, si on les utilise, c'est parce qu'on trouve que ça a une pertinence par rapport à ce qu'on veut raconter. C'est pas prévu, mais vous n'êtes pas fermé. Ah non, on ne ferme rien, surtout pas. Pour terminer cette interview, on accueille notre journaliste BFM Business, Julien Casqui, qui va vous faire un questionnaire, 10 questions en rafale de minutes, et on va lancer un chrono quand vous êtes prêts. Ok. Vous êtes prêts ? Je suis prêt. Eh bien, on peut envoyer le chrono. Allez, première question, Clément Scherer, la campagne que vous avez créée dont vous êtes le plus fier ? Vaste question, je suis très fier de tout ce qu'on a fait pour Boursorama Banque.
Je suis fier de tout, mais celle-là, elle est peut-être plus importante que d'autres pour moi. La campagne Jean Dujardin. Enfin, toutes les campagnes, ce que j'appelle la campagne, c'est l'intégralité du positionnement qu'on a fait depuis 5-6 ans qu'on travaille avec eux. La campagne que vous avez créée dont vous êtes le moins fier? Alors, je me souviens, je sais plus le nom de la marque, j'ai oublié. Bien joué. Buzzman en un mot. En un mot, Buzzman en un mot, je dirais spontanéité. C'est une agence que je trouve assez spontanée. Votre support de pub préféré? Mon support de pub préféré, à titre personnel, je me demande si en ce moment je dirais pas l'affichage. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on arrive à faire bouger les marques de manière assez forte avec l'affichage ces derniers temps. Et je trouve qu'on arrive à être vu très vite de beaucoup de gens et à porter des propos. Et j'ai l'impression que souvent on marque plus les gens avec de l'affichage qu'avec certains autres médias. 3 ingrédients pour une bonne campagne. 3 ingrédients pour une bonne campagne. Ouh là là, si je suis écouté par des concurrents, faut pas... 45 secondes. 45 secondes. Alors... On a encore 5 questions. De l'esprit, c'est très compliqué. Allez, on passe. Pour les campagnes de pub, plutôt woke ou anti-woke? Ouf, ni l'un ni l'autre. Pour le coup, je suis désolé de ne pas choisir mon camp, mais toujours faire les choses avec un sens. C'est-à-dire que si ça ressemble à la marque d'embrasser ces combats-là, qu'elle les embrasse et qu'elle les porte fièrement. Si c'est pour essayer de faire un coup, en profiter et derrière se débiner, ça sert à rien. L'industrie de la pub aujourd'hui en 3 mots. 10 secondes. 3 mots. Bataillée, créative, enthousiasmante. Plutôt Arthur Sadoun ou Yannick Bolloré? Yannick Bolloré, évidemment. Pourquoi? Devinez. Évidemment. La télé pour vous, média d'avenir ou pas? Oui. Et pour terminer ce questionnaire, est-ce qu'il y a une question pendant cette interview qu'on ne vous a pas posée, que vous auriez aimé qu'on vous pose? Non, vous m'avez posé toutes les questions dont je rêvais. Parfait. Merci Clément Scherer, vous êtes directeur général adjoint en charge des stratégies chez Buzzman. C'est parti pour le journal de Julien Casqui. BFM Business, Hebdocom, le JT de la com. La marque de bière américaine Bud est en train de subir un bad buzz avec des conséquences économiques considérables. Plus de 6 milliards d'euros de capitalisation boursière qui se sont tout simplement évaporés. Moins 17% de ventes à la mi-avril par rapport à l'année dernière. La marque est en train de vivre un boycott de la part de ses consommateurs. En cause, son association avec l'influenceuse transgenre Dylan Mulvaney. Celle-ci a posté une vidéo sur Instagram pour promouvoir la marque, ce qui a déclenché une tempête sur les réseaux sociaux avec le hashtag boycott Bud Light. Les opposants reprochent une wokisation de la marque. Bud est effectivement une marque très populaire auprès des conservateurs américains. C'est notamment la bière du personnage du dessin animé Homer Simpson, loin de l'univers de l'influenceuse transgenre. C'est peut-être un autre coup de com' cette semaine, Julien. Amazon qui répond à Blanche Gardin. Nous payons notre juste part d'impôts en France et nous offrons un environnement sûr de travail à nos salariés. C'est ce qu'a rétorqué Amazon à l'humoriste qui avait expliqué pourquoi elle ne participerait pas à l'émission LOL sur Amazon Prime. Blanche Gardin reprochait à la firme de ne pas payer ses impôts en France et de maltraiter ses salariés. Avec sa réponse, Amazon a pu rappeler à l'opinion publique son impact économique positif en France, impact qui est au cœur de son plan de communication dans l'Hexagone. Et RTL en a profité pour ressortir sa fameuse campagne Vivre ensemble avec cette fois Blanche Gardin et Jeff Bezos en souriant l'un à l'autre. Daniel Kretinsky est décidément sur tous les fronts selon Challenge. Il est sur les rangs pour acheter Gala. Le magazine devra être vendu pour des raisons de concurrence par sa maison mère Vivendi en cas de rachat de Lagardère. Daniel Kretinsky est déjà propriétaire des titres Elle et Public. Il pourrait débourser une dizaine de millions d'euros. D'autres groupes comme Reward Media ou Le Figaro seraient aussi intéressés. Et Yannick Bolloré, président du directoire de Vivendi et président d'Havas, était justement dans nos locaux cette semaine et on en a profité pour lui poser quelques questions et notamment sur l'intelligence artificielle. Il dit ne pas être inquiet pour la création publicitaire. D'une manière générale, quand une innovation arrive ou même une disruption, quand on parle de ChatGPT tellement c'est fort, il y a deux façons d'aborder la question. Soit vous vous en inquiétez
et vous faites tout pour reculer l'échéance, soit vous faites comme chez nous, au sein du groupe Havas et d'une manière générale chez Vivendi, vous embrassez cette innovation, vous l'essayez, vous voyez comment elle peut améliorer la productivité des collaborateurs, le rendu pour nos clients, nos consommateurs. Donc pour nous, c'est plutôt quelque chose d'extrêmement positif qu'on a commencé à beaucoup utiliser. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup au sujet de ChatGPT, c'est ChatGPT ne remplacera pas le talent humain, mais les talents qu'utilise ChatGPT remplaceront ceux qui n'utilisent pas. Yannick Bolloré a retrouvé dans la grande interview d'Edwige Chevrillon sur notre site, sur le site de BFM Business en replay. Et comme chaque semaine, on termine ce journal par notre campagne chouchou, par la campagne validée par Hebdocom. Et cette semaine, on a choisi celle du VTC Hitch qui fête ses 10 ans. Et la marque parie sur la banlieue. 80% des clients, des trajets des clients de Hitch sont effectués en banlieue. Et une majorité des chauffeurs de la marque viennent de Saint-Denis. Dans sa campagne de com, Hitch veut donc déconstruire les clichés qui y sont associés. Pauvreté, insécurité, chômage. Et quoi de mieux qu'un bon vieux journaliste de télé pour incarner l'affirmation de ces stéréotypes, alors que la banlieue, c'est aussi ça, c'est-à-dire des images de musique, de travail, de solidarité et de verdure. On parle ce soir de la banlieue, le paysage est sombre, quartier défavorisé, quartier ghetto, quartier pauvre. On les appelle les grands ensembles, on les appelle aussi les villes dortoirs. Et à longueur de journée, puisqu'on ne travaille pas, on s'ennuie ferme. L'endroit idéal pour faire pousser la graine de violence avec la drogue en prix. Le moins qu'on puisse dire de ces grands ensembles, c'est qu'ils manquent d'âme. Cette campagne a été conçue par BETC et diffusée à partir de cette semaine au cinéma et en digital. Elle marque la première étape d'une séquence de communication qui s'annonce importante pour Hitch. Merci Julien pour ce journal, Frédéric, cette campagne. Très intelligente, je trouve, très, très bien faite, comme souvent chez BETC, n'est-ce pas ? Vous confirmez, Clément ? Je dirais jamais de mal de BETC, j'ai fait mes armes quand j'étais jeune. Merci d'avoir été avec nous encore. Merci Julien pour le journal. C'est parti pour le Focuscom. BFM Business, Hebdocom, le Focuscom. Tesla, SpaceX, intelligence artificielle. Cette semaine, on a voulu savoir ce que pensent réellement les Français de Elon Musk. Quelle est son image en France ? Entrepreneur génie, savant fou, homme riche. Ces techniques de communication sont-elles réussies ? Voici donc notre question de la semaine par Harris Interactive pour Hebdocom et pour Tilder. Avez-vous une bonne ou une mauvaise image d'Elon Musk ? Réponse, les Français sont assez divisés. Environ un tiers d'entre eux déclarent en avoir une bonne opinion. Un tiers une mauvaise. Quant au dernier tiers, ils ne le connaissent pas suffisamment pour se prononcer. Avec moi en plateau, Jean-Xavier Arnaud, associé chez Tilder, Frédéric Simotel, éditorialiste tech pour BFM Business et bien sûr Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Jean-Xavier, on pourrait analyser toutes les activités différentes d'Elon Musk, mais dans l'ensemble, pourquoi ne fait-il pas l'unanimité ? Alors, je pense qu'on pourrait y revenir. Il ne fait pas l'unanimité parce que ses promesses sont telles qu'il y a ceux qui les trouvent fabuleuses, ceux qui n'y croient pas. Je pense que c'est ce qui justifie. On passe d'un extrême à un autre. Exactement, les deux tiers favorables, pas favorables. Moi, ce que je trouve intéressant également, c'est ce tiers qui, à titre personnel, m'a surpris, de Français qui considèrent ne pas assez connaître Elon Musk pour avoir un avis. Et en fait, si on y réfléchit 2 secondes, c'est pas si illogique que ça, puisqu'Elon Musk, si on met de côté Twitter, qui n'est pas une entreprise qu'il a créée, mais une entreprise qu'il a rachetée. Il y a un an tout pile d'ailleurs. Exactement. En fait, a créé des entreprises qui ne s'adressent pas aux consommateurs directs. Enfin, SpaceX, c'est des fusées. Neuralink, c'est le transhumanisme. Il a créé une start-up Tesla. Il y a Tesla quand même. Oui, mais enfin, Tesla, je pense que quand même, si on prend le grand public, c'est des voitures électriques très chères. Oui, on en parle beaucoup. Mais le nombre de Français qui ont une Tesla, je n'ai pas la part, mais on n'est quand même pas sur quelque chose de colossal. Donc c'est pas complètement illogique finalement que beaucoup de Français n'aient pas d'avis. Après, ce qui est assez intéressant avec Elon Musk, c'est que les promesses qu'il fait sont assez exceptionnelles au sens où elles touchent plus l'espèce humaine
que les consommateurs. Les promesses d'Elon Musk, finalement, c'est sauver la planète, c'est vaincre la mort, c'est créer une conscience, une intelligence artificielle. Enfin, c'est des choses qui sont tout à fait sidérantes. Et je pense que dans ce on pourra y revenir, mais dans ceux qui aussi ne croient pas à ces promesses d'Elon Musk, il y a une espèce de retour de boomerang, justement. Oui, il promet beaucoup, mais est-ce que c'est pas un savant fou qui sera incapable de délivrer ? Frédéric, oui, d'accord avec ça ? Oui, moi c'est le côté, pour ceux qui le connaissent moins bien, c'est le côté mauvaise opinion, je trouve, parce que globalement, on devrait avoir, et ce qu'on vient d'en dire à l'instant, d'en avoir qu'une bonne opinion. Lui, il crée des boîtes dans des technologies du futur, il nous fait rêver avec ses fusées. Alors, il peut peut-être un peu faire peur à l'IA, mais pas plus que d'autres. Et puis, c'est quelqu'un qui respecte pas et nous, en France, on devrait aimer ça, il respecte pas forcément les règles. Hein. Il se sent souvent au-dessus des règlements. D'ailleurs, il vient d'être appelé, il va être appelé à l'ordre par Thierry Breton, hein, qui l'a rencontré déjà de 2 ou 3 fois. Donc, c'est plus. Moi, ce qui m'étonne, c'est ça, c'est ce côté mauvaise opinion. Je pense, j'aurais pensé que les Français auraient plutôt globalement une bonne opinion de. Il n'y a pas Twitter, sa gestion de Twitter depuis 1 an qui dessert. Parce qu'en réalité, on en entend beaucoup parler depuis 1 an. Bah oui. Mais est-ce que les gens vont regarder de près ce qu'il fait sur Twitter? Non, mais ils en entendent parler. C'est-à-dire qu'ils entendent qu'il vire 3000 personnes, qu'il change d'avis quand même de manière assez spectaculaire sur un certain nombre de choses, qui fait revenir Trump et des gens douteux sur le réseau. Il enlève les badges de certification. Voilà, oui. Mais là, on descend dans un niveau de détail, je trouve, qui m'étonne sur l'ensemble de la proposition. Et je pense que peut-être aussi sur la mauvaise opinion, et ça nous ramène au sujet communication, il y a aussi une communication qui, pour un dirigeant, en France en tout cas, est extrêmement différente de ce qu'on a en tête. Oui. Un Jeff Bezos, par exemple, si on prend les grands noms de la tech, au fond, a une communication de dirigeant très traditionnelle par rapport à ce que nous, on entend en France. Elon Musk, c'est une communication de rockstar. On est presque plus dans le Tony Stark, pour ceux qui ont en tête Iron Man, que dans le grand patron à la française. Et je pense que pour l'opinion française, ça peut aussi être quelque chose de déstabilisant qui explique en partie ce gros tiers de Français qui ont une mauvaise image de ce personnage clivant. Donc. Il y a une petite nuance dans le sondage sur laquelle je voudrais qu'on s'attarde. Musk bénéficie d'une bien meilleure image auprès des hommes et des plus jeunes qu'auprès des femmes. 46% vs 28%. Pourquoi, Jean-Xavier ? J'imagine en tout cas chez les hommes qu'il y a peut-être une technophilie, on va dire, qui est supérieure dans cette catégorie de la population, qui fait qu'en effet, sur tout ce qui est du domaine du retour de la conquête spatiale et de différentes technologies, il y a un intérêt supérieur qui fait également qu'il y a une opinion plus positive sur ces éléments qui, comme le disait Frédéric, font normalement rêver les gens. Je pense que la conquête spatiale, il y a quelques décennies, faisait rêver les gens. Là, on revient un petit peu là-dedans, et c'est pas étonnant que ce public-là est une opinion plus positive d'Elon Musk. Si on prend les jeunes, je pense tout simplement qu'on est sur des sujets de modernité auxquels là aussi ils s'intéressent plus. Et quand on parlait tout à l'heure de Twitter, je pense que l'intérêt pour Twitter est surreprésenté dans la partie jeune de la population par rapport au reste de la population. Et donc là aussi, ça explique cette divergence dans l'opinion. Pour terminer, un mot sur l'intelligence artificielle. Elon Musk était quand même à l'initiative de ce moratoire qui voulait ralentir le développement de l'intelligence artificielle. Il s'est ajouté derrière. Et dans la foulée, il est revenu sur sa décision et il a créé sa start-up à lui. On est dans toutes les contradictions d'Elon Musk, puisque au départ c'est même lui qui est au lancement d'OpenAI, qui est le lancement de ChatGPT, puis à un moment, comme ça prend une direction moins ouverte que ce qu'il aurait aimé, le Open de OpenAI avec de la programmation ouverte et tout ça, lui il s'en dégage, il s'en va. Le moratoire, c'est des chercheurs qui l'ont mis, il s'est raccroché dessus, et c'est vrai que 15 jours après il dit non, mais finalement moi je suis en train de développer ma propre technologie. Alors il était en fait le moratoire c'était pour freiner la diffusion au grand public de ChatGPT. C'était pas pour freiner des chercheurs à les continuer, mais plutôt que d'avoir une version de ChatGPT qui sort tous les 15 jours, tous les 3 semaines. Qu'ils puissent prendre de l'avance dans la course. Voilà, et qui reviennent un peu dans la course. Ouais. Et puis quand même, parce qu'il faut pas oublier ce côté-là, Elon Musk, il y a le côté libertaire et tout ça, mais il voulait pas non plus que cette intelligence artificielle, elle avance trop vite aussi pour que les gens fassent un peu n'importe quoi avec. Merci Frédéric Simotel, vous êtes éditorialiste tech pour BFM Business. Merci Jean-Xavier Arnaud, vous êtes associé chez Tilder. C'est parti pour la chronique de Frédéric Roy, la chronique de CB News. BFM Business, Hebdocom, la chronique média. Frédéric, on poursuit sur le même sujet, on parle d'IA dans la pub. Oui, absolument, impossible d'éviter ce sujet à la mode, bien sûr, dans toutes les agences, chez tous les annonceurs,
tout le monde se pose la question de savoir ce qu'on peut faire avec cette intelligence artificielle qui promet de changer le monde. On s'en sert pour faire des présentations aux clients, pour tester des idées, pour gagner un peu de temps. Et puis, il y a la tentation de demander à ces outils de générer des images, des campagnes. C'est ce qu'a fait la marque de sous-vêtements Undies avec l'agence indépendante Cowboys. Il s'agit d'une campagne d'affichage pour des maillots de bain. Oui, c'est bientôt la saison. On n'a pas l'impression, mais je vous rassure, on voulait pouvoir en mettre. Dont les visuels ont été réalisés avec Midjourney et Stable Diffusion, qui sont les deux des outils les plus populaires du moment. Et alors, qu'est-ce que l'IA a apporté de plus à cette campagne ? Eh ben, de faire parler d'elle, parce que s'ils avaient fait des photos, on ne serait pas là en train d'en parler. C'est aussi un point de vue économique et peut-être technique. Prendre des maillots de bain sous l'eau en photo est un peu plus compliqué que de le faire naturellement. Et bien sûr, un prompt bien écrit, ça coûte moins cher que beaucoup d'essais, un photographe, des voyages, des mannequins, une piscine, etc. Pas mal. Et pourtant, vous avez aussi un contre-exemple à nous partager. Celui de la Croix-Rouge française et de son agence Ogilvy, qui montre des images qui pourraient avoir été générées par une IA. Tous les codes y sont, la couleur, la lumière. Sauf que cette gamine sur un vélo d'enfant dans un paysage de guerre, ou ce SDF dormant malaisément sur un banc de métro rouge éclatant, ou cet homme photographié devant un immeuble en ruine, sont des images bien réelles. D'ailleurs, c'est ce que l'affiche confirme en signant. Malheureusement, ces images n'ont pas été générées par une intelligence artificielle. Une superbe manière de nous mettre face à nos contradictions, celle d'un monde où l'intelligence artificielle côtoie une dureté bien réelle. Merci Frédéric Roy, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais surtout sur toutes nos plateformes et sur nos réseaux sociaux. Très bon week-end sur BFM Business. Hebdocom sur BFM Business.